Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Eh bien, mon micro fonctionne. Bienvenue à tout le monde. Non, il ne fonctionne pas. Si. Vraiment, cette cité nous réserve tous les ans des surprises. Et hier, j'ai eu le plaisir d'animer un débat qui prolonge un peu d'ailleurs celui-ci, avec le généticien Axel Kahn, que vous connaissez tous, et discuter avec le patron de Sanofi en France, Christian Lajoux. Et c'est vrai que ce débat est riche, notamment sur le partage des connaissances. Donc bienvenue à la Cité, merci pour votre fidélité à ces débats. Le CRU 2011 se partage donc avec vous, mais vous êtes toujours de plus en plus nombreux, donc on est obligé de pousser les murs de la Sorbonne, qui elle-même est en travaux, donc tout ça est un peu compliqué. Mais finalement, tout fonctionne extrêmement bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir échanger, apprendre, dialoguer avec nos intervenants. Le thème de ce débat, vous le connaissez, c'est aussi le partage des progrès scientifiques et des découvertes, des nouveaux savoirs, comment partager les avancées. Alors la formule de la Cité, vous la connaissez, hein,
quelques questions liminaires. Ensuite, les étudiants qui ont préparé des questions les poseront à nos intervenants. Et puis, ce sera ensuite à vous de participer au débat. Il s'agit d'un échange tout à fait cordial. Mais tout d'abord, je vous présente nos invités. Il y a 25 ans, je crois, professeur, il y a 25 ans, il a été le premier au monde à identifier le virus du sida. Dans un livre que je vous montre d'ailleurs, qui s'appelle « Tout le monde doit connaître cette histoire » aux éditions Stock, il raconte toutes les batailles et les épreuves à surmonter pour enfin découvrir ce fameux virus. Ce livre est une histoire humaine, puisqu'il raconte votre parcours depuis Nogent-sur-Marne, je crois que vous êtes né à Nogent, jusqu'à la Sorbonne, parce que dans le livre, on découvre dans les premières pages comment vous êtes arrivé ici et que vous avez eu une aventure, enfin une double aventure. On peut en dire deux mots, Jean-Claude Sherman, parce que c'est oui, non, pas de la Sorbonne, mais de ce qui vous est arrivé. Vous étiez en train de travailler sur des petits poussins dans les sous-sols de la Sorbonne. C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, vous savez que je suis très jeune. Mais enfin, en 59, j'étais à la Sorbonne, c'est-à-dire avant la Halle aux Vins, avant Jussieu, avant Orsay, etc. Et donc, j'étais dans les sous-sols de la Sorbonne et je préparais un certificat, enfin à l'époque une licence de sciences naturelles et en zoologie. Et ici en bas, on asphyxiait des poussins, puis après on les disséquait pour faire un peu d'anatomie. Et j'ai pris une dose de gaz énorme. Et quand je suis rentré, j'ai pris mon scooter, et puis j'ai eu un accident et j'étais défiguré. Mais défiguré complètement, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas dans une glace. Il a fallu que je bouge la tête pour savoir que c'était moi. Vous voyez Donc ça veut dire que dans la vie, ça a été une épreuve de vie, mais si vous voulez, j'ai bien réussi tout ça. Mais je veux dire qu'effectivement, pour moi, de revenir ici, attention, ça doit faire une cinquantaine d'années. Et vous n'étiez jamais revenu ici? Je n'étais jamais revenu. Et tout à l'heure, je suis allé me promener, je suis entré par l'autre porte, j'ai demandé au monsieur qui gardait si je pouvais descendre et revoir. Et effectivement, j'ai fait un pèlerinage, comme j'avais fait un pèlerinage à l'Institut Pasteur quand je l'avais quitté il y a 25 ans et que je suis retourné voir les labos. Voilà, enfin en gros. Donc pour moi, c'est une... si vous voulez, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je veux dire, vous verrez peut-être un jour quand vous retournerez dans votre école, c'est quelque chose qui est hyper important. Et voilà. Merci pour ce partage d'émotions, parce que effectivement, non, ça, c'est une émotion. Oui, c'est une émotion. Personnelle. Notre deuxième invité est membre de l'Institut et a fondé et dirige d'ailleurs le Neurospin, une institution du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Alors, vous êtes un des spécialistes mondiaux du cerveau et vous avez commis un livre chez Odile Jacob qui est absolument génial, je vous le recommande, non seulement parce qu'on comprend beaucoup de choses, qu'il nous révèle des choses sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi parce qu'il y a un cahier à l'intérieur, un cahier en couleur, qui explique extrêmement bien les choses de manière pédagogique. Donc, dans la transmission et le partage du savoir, Odile Jacob fait vraiment beaucoup de belles choses. Alors, cette radiographie du cerveau un peu originale, avec vous allez nous la raconter. Peut-être, d'ailleurs, ça fait faire partie de ma première question. Comment vous est venue l'idée de ce bouquin et finalement, quel est l'état des recherches? Alors, évidemment, on ne va pas faire la conférence là-dessus, ça serait beaucoup trop long, mais juste quelques mots quand même sur là où on en est et comment on voit le cerveau fonctionner de mieux en mieux. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis aussi très très honoré d'être en ces lieux. Moi par contre, je n'ai pas eu l'honneur de les fréquenter. Mais Jussieu, c'est moins joli. Franchement moins joli. Donc je suis admiratif devant ces lieux qui ont dû inspirer beaucoup. Donc Neurospin en particulier, c'est peut-être pas tout à fait répondre à votre question, mais l'architecture de ce bâtiment, qui est due à Claude Vasconi, est absolument magnifique. Les visiteurs du monde entier qui viennent, scientifiques, mais pas uniquement, hommes politiques, économistes, pour s'inspirer des modèles que l'on a mis en place au CEA à Neurospin, sont tous bouche bée, comme on dit. Et c'était justement des paris que j'avais faits avec Claude Vasconi,
en lui disant, voilà, ce que je voudrais, c'est que quand on vient à Neurospin, on est motivé pour faire de la science. Et cet esprit, je l'ai eu moi-même en visitant l'université de Coimbra il y a quelques années. J'ai eu la chance de rentrer dans la biotech et j'ai l'impression d'avoir été transpercé par quelque chose. Voilà. Donc, la science, c'est quelque chose qui est très important, ne doit pas faire peur. Comprendre le cerveau, c'est un enjeu extraordinaire. Je pense que ça vaut largement la compréhension, la découverte du boson de Higgs ou la conquête de l'univers. Mais il y a dont on a plus parlé d'ailleurs. Dont on a beaucoup plus parlé, qui aussi à qui on a consacré aussi beaucoup plus de moyens financiers. Mais ça soulève des questions humaines, sociétales, éthiques. Et dans ce livre, j'ai voulu donner les clés pour comprendre aujourd'hui comment l'imagerie nous permettait d'accéder même à notre inconscient, mais également pour que le public puisse juger. Ça, c'est très important, je crois. Le scientifique, souvent, fait un peu peur, en France en tout cas, pas toujours ailleurs, mais donc de pouvoir... Le public est assez intelligent pour savoir ce qui est bien et ce qui est moins bien, à condition que nous lui donnions les clés. Donner des clés, c'est ce que vous faites au jour le jour, c'est-à-dire déjà chercher, trouver, communiquer ces informations scientifiques. Professeur Sherman, dans la présentation courte que j'ai faite de vous, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, mais je voulais justement qu'on explore tout ça en début de conférence. Vous êtes le Nobel oublié, vous auriez dû avoir le prix Nobel. Est-ce que pour notre audience de cet après-midi, vous pourriez nous dire rapidement ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, j'en sais rien. Ce qui s'est passé, c'est que le Nobel a été donné à mon assistante qui a fait son DEA chez moi et sa thèse chez moi, et au directeur administratif du département. Bon, ça, non, enfin bon, ça c'est ce qu'on dirait à joke, plaisanterie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un comité Nobel. Ce comité Nobel, à mon avis, a fait une erreur 25 ans après. Pourquoi 25 ans après? Pourquoi avoir attendu 25 ans pour faire une erreur comme celle-ci? Ça, c'est un. Deux, d'avoir, comme le testament de M. Nobel, c'est de dire 3 personnes sont nobelisables, ou sont nominées ou ont le Nobel. Donc 2 pour le sida et 1 pour le papillomavirus. C'est-à-dire qu'on a mis sur la même échelle le sida, le virus VIH, qui a transformé complètement la science, l'immunologie, le monde scientifique complètement, avec le papillomavirus, pour un vaccin qui n'a pas l'air de faire ses preuves, mais enfin bon, bref, ça a été la décision du Nobel. Bon, ceci dit, il faut l'avaler. On n'est plus à l'époque de Marie Curie qui allait chercher de la terre radioactive dans son jardin avec une brouette. Actuellement, moi je pense que 5 personnes méritaient le Nobel sur le sida. Il y avait Montagnier, Françoise Barré et moi, Willy Rosenbaum et Françoise Brun-Vésinet. Je pense que ça a été les grands acteurs vraiment de 83 dans lequel on a amené toute cette prévention, ce test de dépistage, de sauver les hémophiles en inactivant le facteur 8, enfin, etc. Et je pense que ça a été quelque chose de terriblement important. Bon, ceci dit, c'est comme ça. Ce que je peux reprocher encore au comité Nobel, c'est que je ne saurais que dans 50 ans pourquoi j'ai été cardé. Alors, autant dire qu'il faudra qu'il me le donne dans un arrosoir quand j'aurai les pissenlits par la racine. Enfin, vous voyez. Mais, donc, je ne saurai jamais pourquoi je ne l'ai pas eu. Voilà. Mais en même temps, vous êtes passé à plein d'autres choses, plein d'autres dossiers, et que vous avez fait de nouvelles découvertes depuis, et que vous continuez. C'est un combat qui n'est jamais terminé. Quand j'ai eu le comité Nobel au téléphone, ils m'ont dit, bien sûr, on sait ce que vous faites, vous l'aurez si vous continuez comme ça. Moi, je leur ai répondu, moi, ça ne me gênait pas d'en avoir 2, hein, je veux dire. Mais bon, donc il faut que je continue. Et voilà, et comme je suis bien accroché... Non, je crois que je n'ai pas eu de rancœur. Je veux dire, je n'ai pas eu de rancœur dans le sens que je me suis battu pour que ce soit une découverte française. Ça a duré pendant 5 ans, 6 ans vis-à-vis d'un combat entre le NIH, c'est-à-dire le gouvernement américain et l'Institut Pasteur. Je me suis battu en donnant mes cahiers, en recevant les cahiers de l'équipe adverse,
ça vous sert, ça, parce que c'est ça Vous avez joué le jeu l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut tout savoir, il faut avoir des record books, c'est-à-dire des cahiers à pages numérotées. Et nous, on n'avait pas ça à l'Institut Pasteur. On avait des classeurs avec des trous. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils authentifient les pages du travail avec l'encre, le vieillissement de l'encre. Enfin, je veux dire, au lieu d'avoir ces cahiers comme étaient ces cahiers américains. Donc, vous voyez, je veux dire... bon, vous écartez du partage du savoir, parce que là, ça devient une bagarre. Mais je pense que... moi, je vais revenir 2 mots. On a découvert le virus, c'était hyper important. À l'époque, qui était Sherman, Montagnier, Barré-Sinoussi? On ne savait pas qui c'était. Donc, il a fallu... On dit, ah oui, ils ont trouvé le virus, mais ce n'est pas le bon virus. Donc, on a été quand même déjà dénigré par la communauté scientifique. On a pris un brevet. Donc ça, c'était important. Ensuite, on a partagé. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on fasse des conférences, qu'on ait une équipe américaine qui nous confirme. C'est-à-dire, donc, on a donné le virus, on a partagé le savoir. Mais entre partager, ça veut dire quoi partager? Ça veut dire vous donner le virus, mais si l'autre ne le croit pas, qu'est-ce qu'il va en faire du virus? Il ne va pas s'en servir. Donc, je veux dire, le partage, ça demande une communication entre 2 personnes. C'est-à-dire une communication en disant, mais quand on se dit, qu'est-ce que c'est que ces petits Français? On ne les connaît pas, ils se disent avoir le virus. Et puis bon, quand on a été confirmé par cette équipe américaine, immédiatement la communauté scientifique française a dit, oh, ils ont eu un coup de peau, ils vont se faire bouffer par la machine américaine. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y a toute une connaissance maintenant, ou une reconnaissance de dire, la science, il faut avoir des idées. Je veux dire, la science et les découvertes, c'est pas travailler dans la mode, être tous dans la même mode. Il y en a qui peuvent avoir des idées, et quand ces gens ont des idées, ben, il faut réfléchir, puis dire voir, essayer de voir. Donc voilà. Je crois que c'est ça, ce partage, c'est ça pour moi. Et donc, en résumé, il faut prendre des brevets. Pourquoi? Parce qu'il faut rapporter de l'argent à l'Institut. Bon, il faut pouvoir financer ses recherches. 2, une fois qu'on a pris ces brevets, publier. Et publier, n'oubliez pas que les articles que nous avons faits étaient tous dans Science, Nature, Cell. Enfin bon, c'était des revues de très haut niveau. Mais là aussi, bien sûr, à partir du moment où vous avez un niveau, c'est beaucoup plus facile, soi-disant, entre guillemets, de publier dans des revues de haut niveau. Mais enfin bon, tout ça, je pense que c'est un peu stéréotypé, mais où ça a été dit, si vous voulez. Mais je pense qu'effectivement, ce partage, nous, on avait besoin de le partager. Il fallait qu'on le fasse comprendre. Ensuite, il y a eu le deuxième, encore 30 secondes. Le deuxième partage, c'était de dire, on a le virus du sida. Il faut informer que ça se transmet comme ceci, comme cela. Il faut informer que le facteur 8 transmet le sida chez les hémophiles et qu'il faut inactiver. Il faut informer que le virus change, il y a un continent qui touche. Donc, ça veut dire partager, informer et former. Et ça, c'est le testament de M. Pasteur ou de l'Institut Pasteur. On doit faire une recherche médicale applicable directement à tout le monde. On doit faire une recherche médicale qui doit former les gens, et on doit trouver son fric. Trouver son fric, ça veut dire être expert, ça veut dire etc. Voilà. Gardez le micro. Mais, professeur Le Bihan, au fond, on va poursuivre cette histoire-là, parce qu'on partage du savoir entre pairs d'abord. Entre collègues. Tout à fait. Et c'est ça le début de l'histoire. Voilà. Alors comment ça se passe aujourd'hui et comment ça a évolué? Est-ce que ça s'est complexifié? Tout à fait. Alors bon, pour continuer un peu ce que mon confrère a abordé, bon, j'ai une histoire un petit peu différente. Moi, j'ai inventé donc une technique qui s'appelle l'imagerie par IRM de diffusion, qui sert qui est reconnue dans le monde entier pour faire le diagnostic des AVC à la phase aiguë. J'ai inventé en France. Et moi, par contre, je suis allé travailler au NIH après, pendant 7 ans. Et c'est là que cette technique a pu se développer de façon extraordinaire. Et avec un autre de mes confrères au NIH, le docteur Peter Basser, on a perfectionné encore la méthode pour obtenir, donc, et ça a été breveté, etc., pour faire ces images que vous voyez sur la couverture de ce livre, des images qui sont les connexions intracérébrales. Il n'y a aucun moyen, même en les disséquant, on ne peut pas les voir. Donc, une méthode révolutionnaire qui permet de voir comment le cerveau est câblé, si vous voulez, comment ces câbles apparaissent quand le cerveau se développe,
est en train de s'apercevoir que certaines pathologies, comme la schizophrénie, seraient des anomalies de ces câbles. Voilà, donc effectivement, il y a un effort considérable pour qu'entre collègues, on partage nos connaissances sans pour autant se faire dépouiller. Donc il y a un curseur à mettre quelque part en disant il faut qu'on partage parce que sinon on ne peut pas avancer. D'un autre côté, il ne faut pas non plus, peut-être que c'est votre histoire, se faire prendre ce qu'on a découvert ou inventé. Il y a un point très important que vous avez signalé, puisqu'on parle du prix Nobel, c'est que les collègues qui ont la chance d'avoir le prix Nobel, alors, beaucoup peuvent l'avoir et ne l'ont pas, parce qu'il y en a que 3 à chaque fois au maximum, donc c'est la règle du jeu. Mais quand même, ce qui interpelle, c'est que souvent, à part quelques exceptions comme le prix Nobel du japonais sur les cellules souches Yamanaka cette année, bon, un travail très récent, récompense des travaux qui ont eu lieu 20 ans, 40 ans, 60 ans avant. Voilà. Ce qui veut dire que la recherche, c'est quelque chose qui ne doit pas être trop appliqué. Aujourd'hui, on a tendance à exiger des résultats de façon très rapide. Les grandes que l'on a au niveau national, au niveau de l'Europe, c'est on nous demande pour les 4 ans qui viennent de nous dire ce qu'on va trouver tous les 6 mois. Mais c'est l'envers de la recherche. La recherche, c'est justement donner libre cours à son imagination pour que quelque chose qui n'était pas prévu soit découvert. Il faudra 10 ans, 20 ans, 30 ans avant que cette découverte fasse ses fruits. Juste pour revenir à mon propre travail, l'imagerie de diffusion, donc, je l'ai inventé en France en 1985. J'étais encore étudiant, donc étudiant en médecine, j'étais interne et j'étais étudiant en physique. Je faisais ma thèse de physique en même temps. Donc j'ai inventé cette méthode. Il a fallu à peu près 10 ans avant que les industriels la mettent à disposition des médecins, donc 1995, et encore à peu près 5 ans avant que les médecins se l'approprient dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est la méthode utilisée dans le monde entier de référence pour le diagnostic de l'infarctus cérébral à la phase aiguë, c'est-à-dire un stade où on peut encore sauver la vie des gens. Quand on se bouche une artère, on a un AVC, un accident vasculaire cérébral, il faut agir dans les premières 6 heures au plus. Après, c'est terminé, c'est-à-dire qu'on devient hémiplégique à vie ou aphasique à vie, on ne peut plus parler. Les conséquences économiques sont catastrophiques, bien entendu. Voilà. Aujourd'hui, avec ce diagnostic, on peut donner un médicament qui va dissoudre le caillot qui est responsable. En 1 minute, la personne est guérie. Je dis bien en 1 minute, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est ça le partage, c'est arriver à faire qu'entre scientifiques, on arrive à développer des choses. Il faut que les industriels, qui eux voient les aspects économiques, soient convaincus très tôt qu'une invention va avoir un impact pour qu'ils puissent la développer. Il faut que les utilisateurs potentiels, c'est-à-dire dans ce cas les médecins, soient alertés que quelque chose est en train d'apparaître. Et puis surtout, il faut que le public soit averti, puisqu'aujourd'hui, 1% en France des patients qui ont un AVC peuvent bénéficier de ce traitement. 1%. Alors que 15% d'entre eux pourront en bénéficier, mais le public ne connaît pas les symptômes de l'AVC. Vous avez une grande douleur à la poitrine, vous dites je fais un infarctus du myocarde, c'est réglé. Mais il y a 50 ans, ce n'était pas du tout évident. Voyez, donc il y a aussi un effort de partage à faire avec l'ensemble de la société. On va en reparler parce que alors il y a le partage avec les collègues, avec les pairs. Évidemment, le deuxième temps, c'est souvent le partage avec le public. Le troisième qu'on évoquera sans doute dans cette conférence, débat, c'est le partage avec les patients eux-mêmes. Voilà. Mais commençons avec vous. Une première question, si vous avez un micro. Je crois qu'on en avait 4. Donc, il est là. Il se promène, non? Il est sur la table. Ben voilà, on va vous en donner un. Je vous en prie. Alors, quand vous posez une question, levez-vous pour que les caméras puissent bien vous voir, surtout, et vous entendre. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Aurore, étudiante à Subiotech en 2e année. Donc, ma question s'adresse à Monsieur Le Bihan. Et donc justement, c'était en rapport avec les patients. Donc sur la collaboration entre scientifiques et patients dans les programmes de recherche. Est-ce que vous constatez un changement dans leur relation dans ce cadre-là? C'est effectivement une très bonne question. Il y a un changement, effectivement, qui va dans le bon sens. À savoir que les patients ne sont pas considérés comme des cobayes. C'est un mot dont j'ai horreur. Voilà. Donc, les patients aujourd'hui ne sont plus considérés comme des patients, mais comme des volontaires. Dans les lois que l'on a en France pour la recherche, l'investigation clinique, comme on le dit pompeusement,
Donc le patient qui se prête à une expérimentation doit donc signer un formulaire de consentement éclairé. Ça veut dire qu'on doit avoir toutes les explications très claires pour qu'il puisse dire « non, finalement, je n'ai pas envie de participer à cette expérimentation parce que pour des raisons quelconques, éthiques, de conséquences qu'il pourrait y avoir ». Et donc la liberté totale. Voilà. Donc je pense qu'il y a un respect beaucoup plus important de la personne humaine qu'il existait il y a encore 20 ans, moi, quand j'ai commencé mes études, où bon, c'était un peu plus simple. Alors bien, ça complique la vie des chercheurs, puisque donc il faut s'entourer d'un tas de précautions. Mais à titre personnel, je pense quand même que les choses vont vraiment dans le bon sens. Bon, en France, on a la chance d'être un pays où les choses se passent bien, mais comme vous le savez sans doute, il y a des pays où l'expérimentation sur des patients est beaucoup moins encadrée et donc peut donner lieu à des dérives qui sont extrêmement dangereuses. Mais donc, pour que le patient accepte de participer à ces travaux, il faut que le patient soit rassuré. Voilà. Donc, il faut qu'il soit... C'est un mot très important. Il faut qu'il ait confiance dans l'équipe qui va le prendre en charge. Donc, c'est encore une fois un effort de partage. Il faut partager. Le scientifique est toujours quelqu'un de passionné. Donc, il pense que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il y a de mieux au monde et que tout va bien. Mais il a peut-être parfois tendance à avoir des œillères et à pas tout voir. Donc, il faut absolument se remettre en question en permanence et que le patient qui se prête en tant que volontaire à une expérimentation soit vraiment éclairé aussi bien des aspects positifs que des aspects potentiellement négatifs. Professeur Sherman, vous vouliez faire un contrepoint. Juste un complément à cette question. Pour nous, si vous voulez, le rapport avec les patients dans le sida, ça nous a aidé énormément à comprendre les modes de transmission, comment ça s'était passé, aussi bien ensuite pour trouver des populations qui étaient progresseurs, c'est-à-dire qui développaient très vite la maladie, et d'autres qui étaient non progresseurs. Enfin, le rapport avec les patients a été hyper important, y compris pour comprendre les traitements, y compris pour comprendre les effets secondaires. Disons, personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Vous voyez, appris dans le sens où, avant, on râlait parce qu'on a griffé sa voiture dans un parking. Et quand vous discutez avec ces gens-là qui sont merveilleux, qu'est-ce que c'est d'avoir éraflé sa voiture par rapport à l'époque de savoir qu'il allait se passer ou que c'était une condamnation à mort. Enfin, vous voyez, dans la discussion de ces gens. Donc, les patients ont été hyper importants et c'était le partage. Le partage, nous, on leur disait voilà ce qu'on fait et eux, ils nous disaient voilà ce que je ressens, et etc., etc. Donc, c'est très important. Excusez-moi. Non, pas du tout. On continue avec les questions des étudiants et ensuite on ouvrira la discussion à la salle. Je vous en prie. Bonjour, Pauline Trébul, étudiante en 2e année à Subbiotech. Ma question s'adresse à Monsieur Le Bihan. Elle porte sur la vulgarisation scientifique et le partage de l'information. Selon vous, cette forme de partage est-elle désormais devenue nécessaire à l'acceptation du progrès? Elle est non seulement nécessaire, elle est indispensable. Je n'ai pas très bien réussi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. C'est de vulgariser, c'est-à-dire de mettre à la portée du public des idées qui sont nouvelles. C'est un exercice très difficile, puisqu'il faut simplifier sans déformer. Et ça, forcément, dès l'instant où on commence à simplifier, on ne peut plus rentrer dans les détails, et on est obligé de donner une vision un peu fausse. Mais tout à l'heure, j'ai parlé du mot « rassurer », en disant que c'était un mot très, très important. Mais je voudrais rajouter aussi qu'il faut motiver et convaincre que la recherche, c'est quelque chose qui est capital sur le plan de notre économie, puisque les ressources naturelles sont ce qu'elles sont. Moi, je crois beaucoup dans ce qu'on appelle la matière grise, c'est-à-dire donc le fait que l'on peut avoir des brevets, des inventions, des découvertes qu'on va pouvoir exporter et échanger contre d'autres biens, pas forcément des biens intellectuels d'ailleurs. Voilà, donc il faut que nos hommes politiques soient convaincus du bienfait de la science et de ses retombées. Alors les hommes politiques sont des gens intelligents et ils suivent ce que le public demande. Si le public a peur de la science, il est clair que ça ne va pas dans le bon sens. Quand j'étais enfant, je regardais parfois à la télévision, ce n'était pas une référence, enfin les dossiers de l'écran, c'est une émission extraordinaire, c'était le mardi soir, je crois, on avait un film, plus ou moins de science-fiction, et un débat scientifique derrière.
Il n'y a plus ça, il n'y a plus jamais eu ça. Dans les grandes chaînes de télévision françaises, aux heures de grande écoute, je ne vois pas beaucoup de science. Je passe beaucoup de temps au Japon. NHK, qui est l'équivalent d'une grande chaîne nationale française, dimanche soir à 19h, vous avez une émission d'1 heure sur le cerveau. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le public a peut-être peur du scientifique. D'ailleurs, on dit le scientifique. Autrefois, on parlait du savant, c'était respectable. Le scientifique, ça veut dire qu'on s'en méfie. Voilà. Et bien, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à rassurer le public pour lui faire partager non seulement notre passion, mais l'importance de la recherche pour le futur du pays, je crois qu'on n'aura pas réussi. Donc c'est un effort, effectivement, qui est absolument nécessaire. Il faut vulgariser, mais au sens noble du terme, sans déformer. Jean-Claude Sherman, vous avez une expérience assez incroyable justement des médias, parce que vous avez lancé le SIDAction. Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et j'ai eu quand même à informer dans des lycées ou enfin donc un peu partout en ce qui concerne le sida. Il est certain qu'un scientifique, bon, il sait se mettre aussi à la disposition, il sait aussi vulgariser. Et je crois que il est important de donner une image de recherche. Par exemple, moi je me suis vu dans des lycées réunir 750 enfants dans un gymnase et parler du sida, mais pas parler du sida, parler du virus qui bougeait, qui entrait dans des cellules, qui tuait des cellules. Bon, il est certain que les associations sont venues, je ne veux rien dire, mais quand une association allait dans le lycée, c'était pour mettre un préservatif sur un pénis, et il y avait 27 gosses et pas 750. Donc je crois que là, il faut vraiment penser que vulgariser la science est hyper important et d'aller à la rencontre et en parler. Ça, c'est une chose. Oui, alors j'ai eu affaire aux médias. C'est ça que vous vouliez me dire. Bon, j'ai eu affaire aux médias, mais j'ai eu affaire aussi à une grande découverte. Nous nous sommes retrouvés comme chercheurs de l'ombre à l'Institut Pasteur, et tout d'un coup, projetés avec la découverte de ce virus et si vous voulez, de l'article de Science, par énormément de médias qui sont parvenus et qui sont venus nous voir. Alors, il y a deux types de journalistes. Il y a ceux qui connaissent rien et qui viennent vous interviewer en disant « Qu'est-ce que c'est le sida ?» « Ah ben, je ne sais pas ce que c'est que le sida, vous voyez. Donc ça veut dire que vous perdez du temps et pas d'importance. Par contre, j'ai eu quand même une expérience extraordinaire avec les médias américaines qui sont venus à l'Institut Pasteur dans mon petit labo et qui sont arrivés et d'un air de dire, entre guillemets, comment une équipe de merde, une petite équipe comme vous, a réussi à battre la grosse armada américaine. Et ça, c'était la question. C'est-à-dire que là, il fallait tourner la question d'une autre manière en disant, au lieu de suivre, de prendre, là aussi c'est des messages que j'ai voulu faire passer, au lieu de prendre par exemple la biologie moléculaire comme une science. On peut se poser la question de dire pourquoi les Américains ne l'ont pas trouvé. Parce qu'ils s'attendaient à un rétrovirus comme nous, mais ils ont pris des sondes moléculaires du HTLV1, c'est-à-dire d'un virus connu. Donc ils ne pouvaient pas trouver. Je veux dire, quand vous avez un nouveau virus, il y a une nouvelle cellule et une nouvelle clé. Donc tant que vous n'avez pas la nouvelle serrure, vous n'avez pas la nouvelle clé. Donc ça, si vous voulez, ça a été quelque chose qui a été... Et on était combattus parce que les autres trouvaient, attention, leur clé, ils la trouvaient aussi, parce qu'ils ont travaillé avec des Haïtiens. Et les Haïtiens étaient doublement infectés. C'est-à-dire le virus HTLV1, c'est-à-dire qui provoque des leucémies ou des paraplésies, et le virus HIV. Donc quand ils sondaient les patients, ils avaient 36% de réponse. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que nous, si vous voulez, on a posé la question. On avait posé la question, ah oui, si c'est un rétrovirus, moi j'ai commencé la rétrovirus en 67, alors si c'est un rétrovirus, il ne faut pas que ce soit un rétrovirus qui cancérise, c'est-à-dire qui multiplie les cellules comme on avait, mais au contraire un rétrovirus qui tue les cellules. Et c'est comme ça qu'on le premier virus, on l'a isolé, non pas chez un malade atteint de sida, mais un malade à risque. C'est-à-dire, on avait choisi, avec Willy Rosenbaum, un homosexuel qui voyageait aux États-Unis, qui était homosexuel, qui voyageait aux États-Unis, qui avait de nombreux partenaires, et qu'il était donc à risque. Il représentait le risque de, si vous voulez,
des malades atteints de sida, quoi. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors, si vous voulez, moi je me souviens de ma première conférence aux États-Unis, il y avait 2500 personnes. Je suis arrivé avec des diapositives, j'allais dire encore de merde, c'est-à-dire je ne savais pas faire. On avait des tableaux. Non, mais on avait des tableaux qui avaient des petits chiffres. Quand vous projetez ça dans une salle de 1000 personnes, ça ne se voit pas, quoi. C'est pour ça que je dis, entre guillemets, ce que je viens de vous dire. Mais c'est pour faire passer le message que j'utilise ces mots. C'est-à-dire que, bon, maintenant c'est bien, on a des PowerPoint. Maintenant, je sais faire. Hein. Une phrase, ça suffit sur le... Vous voyez, vous donnez une phrase, puis vous parlez autour. Mais à l'époque... Non, c'était pour vous dire que peut-être que vous, là, aujourd'hui, ça c'est peut-être une de vos chances, c'est qu'il faut quand même savoir qu'il y a une communication et apprendre cette communication, c'est-à-dire à faire connaître vos résultats scientifiques et non pas à être là comme un tout petit. Enfin, moi j'ai des bagarres, je peux vous en raconter pendant des heures, hein, des bagarres scientifiques. On était 3, Montagnier, Françoise et moi, on se partageait le monde, on se retrouvait tout seul, on parlait 10 minutes, on avait 10 minutes de parole dans un congrès, et vous aviez 10 Américains qui avaient chacun 10 minutes, vous voyez. Donc il fallait, nous, en 10 minutes, savoir quoi dire. Et voilà. Donc, mais on a partagé, voilà. Oui, donc je voulais aussi dire qu'on a tendance à penser qu'aux États-Unis, c'est mieux. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous donner ma vision des choses. Il y a trois types de niveaux de recherche. Il y a la recherche où tout le monde est sur le même piédestal et on essaye d'améliorer au quotidien, d'avancer. Donc là, effectivement, les moyens financiers qui sont parfois mis à disposition des laboratoires américains sont considérables. Ils peuvent aller très vite et peut-être plus vite que nous. Mais il y a un autre type de recherche qui est d'avoir une idée visionnaire et donc d'avancer dans un domaine, d'en défricher, dans un domaine que les autres n'ont pas encore trouvé. Et là, on est bon en France, puisque nous avons pour beaucoup des postes dits permanents dans la recherche, dans les organismes de recherche françaises. On peut se permettre cette prise de risque. Voilà. Pour nos collègues américains, ils ont des grantes de 4 ans. Si au bout de 4 ans, ils n'ont rien trouvé, ils risquent de se retrouver sur le tapis, sans financement. Donc, ils sont obligés d'être dans ce processus. Je ne dis pas tous, hein, bien sûr. Ils ont aussi des visionnaires, bien entendu. Mais là, on a toutes nos chances. Et donc, moi, en tout cas, pour l'imagerie de diffusion, c'est ce qui s'est passé. Pendant 5 ans, on m'a traité de fou furieux. Donc, j'étais tranquille. Pendant ce temps-là, je développais ma recherche tranquillement. Et c'est qu'après, c'est un peu lièvre et la tortue, mais si, c'est important ce qui a été trouvé. Et je suis toujours en avance. J'ai toujours gardé cette avance. Voilà. Et puis, le troisième type de recherche, alors là, c'est le génie qui dit « vous avez tous faux » et qui revient en arrière. C'est Einstein qui avec la théorie de la relativité, c'est Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête. Des gens qui vont se dire que le contexte dans lequel on pense aujourd'hui n'est pas le bon. Voilà, il faut le réviser, revenir en arrière et en repartir sur d'autres bases. Voilà. Alors là, c'est des gens exceptionnels, on en trouve dans le monde entier, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode souvent dans la communication scientifique, dans le transfert du savoir vers le grand public? On parlait tout à l'heure du boson, on parle beaucoup parlé du boson, on parle moins du cerveau. Et puis là, franchement, là je repasse la parole à Jean-Claude Sherman, le sida n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, si Je parle des médias. Hein. Vous parlez des médias, d'accord, mais je peux poser la question. Vous levez la main, hein, qui met encore des préservatifs? Non, mais c'est hyper important ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas entendu les cliniciens dire « ça y est, on a les traitements, on en fait une maladie chronique, donc allez-y ». Combien je vous disais tout à l'heure, j'avais des patients. Combien j'avais des couples sérodiscordants? Ce qu'on appelle un couple sérodiscordant, c'est un qui est positif, séropositif pour le VIH, et l'autre qui est séronégatif. Quand on leur a dit que ça devenait une maladie chronique, ils ont enlevé la capote, et les deux qui venaient après, je vais retrouver positif. Donc ça veut dire, bon. Et maintenant, moi, ce que je trouve encore... Vous savez, je suis vieux, donc je peux me permettre maintenant de dire ce que j'ai envie de dire. Actuellement, vous entendez la chose suivante. Vous avez bien fait de poser la question, parce que ça me fait plaisir. Vous entendez, et même des Nobel, qui étaient mon assistante, dire, dans 50 ans, on aura éradiqué le sida parce qu'on va traiter tout le monde. Quelle connerie! Pourquoi? 1, on a un virus qui change continuellement en fonction des traitements. 2, en tant que pastorien, je n'ai jamais vu l'éradication d'une maladie virale, vous allez me confirmer, sans vaccin.
Donc là, il y a une technique à prendre et de faire un vaccin. On ne peut pas éradiquer un virus qui change continuellement, qui change sous les traitements. Enfin, vous avez bien vu comment ça se passait. On a eu une monothérapie, après on a eu une trithérapie, après une pentathérapie, après on a changé. Donc à chaque fois, le virus changeait et s'adaptait. Donc je crois que c'est très important. Ceci dit, on va y arriver. Enfin, moi, je pense y arriver. Si vous voulez, bien sûr, j'ai encore des chevilles comme ça, mais enfin, ça fait rien. Il y a peut-être quelqu'un qui prendra mon idée ou qui prendra le truc et qui aura le Nobel, mais ça fait rien, ça sera fait. Donc, mon idée à moi, c'est que ça fait 22 ans que je suis des progresseurs et des non-progresseurs. C'est-à-dire, ce qu'on appelle progresseurs, c'est des gens qui développent le sida assez rapidement, qui ont un virus très fortement cytopathogène, et on voit la clinique dégringoler très rapidement. Et les autres, tranquillement, eh bien, ils restent sans avoir de perte des défenses, etc. Ils vont bien. Et ils ont surtout des anticorps neutralisants. Qui dit anticorps, je pense que vous devez savoir, là je vais partager avec vous, qui dit anticorps dit antigène. Ça va jusque-là? Bon. Et s'il y a un antigène, on le caractérise et ça fait un vaccin. Donc voilà ce que je suis en train d'essayer de faire. Voilà, si vous voulez. Et là maintenant, on ne peut même plus m'attaquer parce que j'ai 22 ans de suivi. 22 ans dans lesquels des femmes séropositives qui avaient des anticorps neutralisants ont eu des enfants sans virus, parce que vous savez que ça se transmet quand même, les anticorps, etc. Donc, je veux dire, il n'y a plus qu'à faire. Alors, justement, moi, j'ai souffert de ce que vous me posiez comme question tout à l'heure. J'ai souffert de dire, c'est pas la peine de parler des progresseurs et non-progresseurs. On traite tout le monde. Vous avez un accident de préservatif, on traite. Vous piquez, on traite. Donc, ça veut dire, comme disait, mais arrête tes bêtises, monsieur Sherman, avec tes non-progresseurs, on s'en fout, on traite tout le monde. Bon. Mais s'il n'y avait pas d'effets secondaires, ça serait parfait, mais là, il y a des effets secondaires. Ceci dit, donc maintenant, si vous voulez, on arrive à un bout. Et l'intérêt du bout, c'est que tous les brevets des compagnies pharmaceutiques commencent à être libérés. Donc maintenant, les industries pharmaceutiques, comme ils ne vont plus gagner d'argent, puisque maintenant on met les génériques, ils travaillent donc sur l'hépatite C. Donc le sida, je réponds à votre question là. Donc l'hépatite C, j'allais dire on s'en branle à de même, enfin on s'en fout quoi. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut revenir sur ce que je suis en train de faire. Et vous vous rendez compte, moi je viens de passer la Food and Drug Administration, quand je leur ai démontré qu'on avait des non-progresseurs. Alors attention, vous allez voir que le partage est très différent là. Quand on a vu, vous nous démontrez que les anticorps que vous avez protègent pour au moins 2 ans, et là ça nous fait une économie financière de traitement. Vous voyez, c'est pas du tout de dire on va soigner des gens, on va guérir des gens, là on va économiser du fric pour les traiter. Donc vous voyez, bref, donc ça veut dire qu'ils sont en train de m'aider, que là je vais avoir des possibilités d'aller très vite, parce que je commence à vieillir un peu, il faut que j'aille vite. Et puis, voilà. Donc ceci pour vous dire, effectivement, on a beaucoup plus de tranquillité actuellement avec le sida, c'est-à-dire que les médias ne nous embêtent plus. Là, j'étais très étonné d'être invité à venir ici, mais bon. Et on est ravis de vous entendre. Et puis, voilà, donc ceci dit, tant mieux, on a plus le temps de travailler, on est plus... Mais moi, je vous assure que j'étais très content quand même quand pas mal de patients m'ont dit « Vous nous avez économisé 15 ans de traitement ». Parce que, attention, pour un patient, là encore, le partage, c'est différent. Pour un patient, les cliniciens disaient « Il faut traiter, Sherman, il vous dit que vous avez des anticorps protecteurs, mais ce n'est pas vérifié, traitez. » Donc, il y en a qui ont résisté, mais il y en a qui n'ont pas résisté. Voyez. Et on a vu aussi qu'en mettant des traitements, eh bien, ils perdaient leurs anticorps protecteurs. Donc, oui, il faut se battre. C'est quand même quelque chose qui a été difficile et qu'il faut dire. Et alors, quand je disais, c'est pour ça pour les médias, quand je disais, bon, je me retrouvais isolé, je me retrouvais caractériel, je me retrouvais... oui, enfin bon, voilà. Mais vous m'avez posé la question, il ne fallait pas la poser. Mais si, très content. Alors, une question du panel et puis après on ouvre. Je suis désolé. Non, mais c'est bien, c'est bien. J'espère qu'elle n'est pas difficile.
Bonjour, je suis Chloé Bars, étudiante en 2e année à Subiotech. Et notre question est, les ONG existent depuis plusieurs années dans différents métiers comme pharmaciens et infirmiers sans frontières. Et elles ont acquis une grande expérience depuis quelques années. Et pensez-vous qu'elles pourraient jouer un rôle accru dans le partage du progrès? Est-ce que les ONG sont actives dans tous ces domaines? Il y a les ONG, il y a les fondations. Denis, allez. Ne vous battez pas. Non, je connais bien. Je connais bien dans le sens que c'est moi qui ai créé le SIDAction avec Montagnier. C'est moi qui ai créé l'association des artistes contre le sida. Enfin, je peux continuer, j'en ai fait pas mal. Ouais, par contre, j'ai toujours été exclu de tout ça après. Hein. Donc, voilà. Mais ceci dit, dans votre question, les ONG, pour diriger un programme de coopération, les ONG sont, moi je les ai trouvées très valables dans le sida au moment où il fallait discuter avec les malades. C'est-à-dire, quand les malades étaient exclus, vous savez que personne ne voulait les traiter, que les ONG sont nuls, les ont fait manger, ont montré que, enfin, etc. Donc ça a été quelque chose de merveilleux. La deuxième étape des ONG que je leur reproche, c'est qu'après avoir quitté leur idée de formation, d'aide aux malades, sont devenus à dire la recherche elle doit être faite comme ça. Et ça a été complètement catastrophique, vous voyez, d'aller imposer la recherche. La troisième partie de cette question, dans laquelle vous avez dit, est-ce qu'on doit coopérer avec les ONG ou est-ce que les ONG peuvent amener une collaboration dans un traitement, un essai enfin, thérapeutique quelconque, ou, soit en Afrique ou partout? Ma réponse est oui, ça serait bien, à condition qu'elles aient de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, je veux dire, dans la question, il y avait aussi, dans votre question que vous avez mis, il y avait l'OMS aussi. L'OMS n'a pas d'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va faire un grand essai vaccinal ou un grand essai en Afrique. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Vous voyez? Donc, ça, c'est un point important. Bon, vous avez Bill Gates. Oui, bon, il y a Bill Gates. Mais là encore, si on peut analyser philosophiquement, c'est un message que je veux faire passer parce que, après tout, j'ai quand même pas mal d'expérience là-dessus. Tous les conseils scientifiques, que ce soit l'ANRS dans le sida, que ce soit au SIDAction, que ce soit à la Fondation de la recherche médicale, enfin, tout ce que vous voulez, c'est toujours les mêmes. Ça sera toujours les mêmes qui seront dans cette commission, et ça sera toujours eux qui décideront. Donc, vous ne pouvez pas arriver et dire j'ai ça en nouveau. Moi, je n'ai jamais été financé par ces gens-là. Bien que je l'ai inventé, bien que j'ai amené cet argent. Je donne encore une seconde, je donne l'exemple du premier SIDAction. Premier SIDAction, on ramène 296 millions de francs. Avec Montagnier. Pierre Berger m'appelle et me dit j'aimerais que vous soyez dans le conseil scientifique du SIDAction. Donc d'habitude, je n'acceptais pas parce qu'on n'a pas le temps, on n'avait pas le temps, il fallait faire des conférences partout, aller partout. Mais j'ai accepté. Donc j'arrive, premier conseil scientifique. Je vous rappelle qu'on vient d'apporter 294 millions. Bon, au conseil scientifique, on partage ça en deux. Moitié pour la recherche, moitié pour les associations. Bon. À ce moment-là, le premier dossier arrive, Montagnier. Montagnier demande 30 millions. 30 millions, il veut faire sa fondation Montagnier à Saint-Joseph, etc. Sherman demande 7 millions à l'Institut Pasteur parce qu'il est en train de commencer un programme comme celui que je suis en train de faire maintenant. Et Françoise Barré, 3 millions. Donc si vous faites le compte, 30 plus 7 plus 3, ça faisait 40. Il en restait 150. Vous voyez? Bon, là tout de suite, ça se bat là-dessus. Montagnier, non, on ne veut pas. Son programme, qu'est-ce que c'est que ça? Pour qui il se prend? Enfin, tralala. Sherman, pareil, on me fait sortir parce qu'on ne discute pas de mon dossier devant moi. Enfin bref. Total, je re-rentre et Montagnier à 0 ou 10, moi j'ai 0 ou moins 5 et François 0. Donc je les regarde, je dis écoutez, on veut, premièrement, vous ne voulez pas nous donner d'argent. Moi je vous dis, on vient de faire rentrer cet argent, c'est nous. Donc vous donnez 30 millions à Montagnier,
Si l'année d'après, il n'a rien fait, vous lui cassez la gueule. Vous y allez, vous faites demander un rapport, vous dites c'est zéro, voilà, ne donnez plus. Or là, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme moi je vais faire. Je vais dire, ne donnez plus. Je ne donne plus aussi d'actions, je donne plus. Enfin, je ne vais pas m'amuser à faire le téléthon et tout ça, parce que je me dis, ce sont toujours les mêmes qui distribuent. Et distribuent entre eux. Vous voyez, et ça n'avance pas. Voilà. Mais ne me demandez plus rien. Parce que... Et si. Alors, Denis Le Bihan, l'expérience de Neurospin est intéressante du point de vue des financements, du partage avec les entreprises privées, avec les fondations, avec... Oui, donc je peux donner un exemple, voilà. L'exemple de Neurospin, et puis après expliquer ma vision des choses. Bon, Neurospin a été financé, il n'y a rien de secret, hein, le bâtiment, les laboratoires, les machines, à hauteur de 51 millions d'euros. Ce qui n'est pas, vu qu'il y a 11 000 mètres carrés, c'est moins cher qu'un appartement à Paris, hein, donc c'est pas avec les machines. Hein. Voilà. Et ça a été financé par le CEA, bien entendu, c'est-à-dire donc par l'État, sauf pour 8 millions qui ont été financés par la région Île-de-France et des collectivités locales. Voilà. Donc c'est de l'argent public. Mais ensuite, comme j'explique dans ce livre, nous sommes en train de construire un aimant qui va être dépassé de loin ce qui existe aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, pour ceux qui ont eu des examens IRM, le champ magnétique qui est utilisé, c'est de l'ordre de, en termes scientifiques, 1,5 Tesla. Ça représente 30 000 fois le champ magnétique de la Terre pour faire tourner les boussoles. Donc à Neurospin, on est en train de construire un aimant de 223 000 fois le champ magnétique terrestre. Donc un aimant extraordinaire qui va nous permettre de comprendre le cerveau avec une précision qu'on n'a jamais obtenue. Alors le CEA est maître d'œuvre. On nous envie beaucoup ces travaux. Les physiciens qui sont derrière, c'est pour vous montrer le recyclage serait peut-être un très mauvais mot, mais l'interdisciplinarité des choses, les ingénieurs, les physiciens qui sont en train de développer cet aimant pour le cerveau, ce sont ceux qui ont construit les aimants du LHC qui ont permis de découvrir le boson de Higgs. Hein. Voilà, donc c'est la même chose. Hein, les mêmes personnes qui ont fait un très grand nombre d'aimants, je crois qu'il y en a 400 autour du LHC, en font un maintenant pour découvrir le cerveau, et ces collègues, que j'estime beaucoup, vont ensuite faire les aimants d'ITER pour la fusion thermonucléaire. Mais là ça change, le discours change, puisque le financement de cet aimant est inclus dans un projet plus global qu'on appelle d'imagerie moléculaire, qui consiste à développer des nanoparticules qu'on va injecter aux patients. Ces nanoparticules vont aller s'attacher sur des lésions. L'exemple le plus important, c'est les plaques de la maladie d'Alzheimer. Et vous connaissez les chiens dans les aéroports qui détectent les valises avec de la drogue. Ils s'assoient près de la valise et puis ils bougent la queue. Donc, ça sera la même chose. Les nanoparticules vont sentir les plaques. Elles ne vont pas bouger la queue, non, mais elles ont en leur sein un atome de fer ou une terre rare qui va être visible grâce à l'IRM. Donc ce partenariat, c'est un partenariat franco-allemand, public-privé. Donc la moitié des fonds, le financement global est de l'ordre de 200 millions d'euros. La moitié vient du public, en Allemagne et en France, la moitié vient du privé. Côté privé industriel, on a Siemens en Allemagne. En France, on a Guerbet, donc une PME qui développe ces fameuses nanoparticules, les chiens détecteurs, et puis Alstom. Voilà. Donc tout le monde doit travailler ensemble. Et ma vision des choses, c'est que ces associations, elles ont certainement un rôle à ne pas négliger. Elles peuvent servir vraiment de relais pour passer l'information aux patients, que, encore une fois, je rappelle, sont des volontaires hein, dans nos recherches, tous. Mais comme vous l'avez dit très justement, ce n'est pas les financements avec, ça ne va pas très loin. Donc moi, je crois beaucoup à ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, au Japon, aux fondations, c'est-à-dire au mécénat. Voilà, donc des industriels qui n'ont rien à voir avec le médical. Hein. Ça peut être une firme je ne donnerai pas de nom, mais des fabricants de voitures ou ce qu'on veut, qui donc ont envie de participer à un effort collectif en donnant de l'argent pour développer ces recherches. Je pense que c'est peut-être ce qui manque un peu encore dans notre pays. Dépêchez-vous, monsieur Le Bihan, parce que je n'ai pas envie d'avoir Alzheimer. Hein. Dépêchez-vous de trouver des petites plaques à queue. Bon, une question. Allez, vous levez, vous présentez, comme ça c'est plus simple pour les caméras. Hein, je voulais préciser tout à l'heure. Oui, monsieur, je vous en prie, premier rang, ensuite, monsieur. On va vous donner un micro. Bonjour, Bertrand Gabillard, je travaille pour IBM. J'ai une question pour monsieur Le Bihan. Est-ce que vous pouvez... Alors c'est une question en 3 points.
Est-ce que vous pouvez davantage expliquer donc, la technique image diffusion? La deuxième point, c'est que je suis un peu interpellé par le chiffre de 1%, qu'aujourd'hui, il n'y aurait que 1% des gens qui pourraient bénéficier de cette technique. Comment se fait-il que ça ne soit pas partagé? Et le troisième point, c'est il y a 10 ans, est-ce que quelqu'un qui avait un AVC aurait pu bénéficier, en connaissant comment faire, de cette technique, ou il y a 10 ans, c'était trop tôt? Merci. On a combien de temps? On est ensemble jusqu'à 16 heures. Alors, les règles de diffusion, très rapidement, il y a deux aspects. Hein. Vous savez que toutes les molécules sont animées de ce qu'on appelle du mouvement brownien, y compris dans cette bouteille d'eau. Il y a un petit mouvement comme ça. Eh bien, la méthode que j'ai inventée permet de faire des images du cerveau où on va mesurer, pour chaque point du cerveau, ce mouvement brownien. Bon, je vais dire, bon, et alors? Eh bien, on s'est aperçu que quand le cerveau est en train de mourir à un endroit particulier, parce qu'il y a un caillot qui est arrivé, le mouvement brownien ralentit. Vous allez me dire, mais c'est incroyable, comment est-ce qu'on peut changer le mouvement brownien? Alors ça serait trop compliqué, je peux vous expliquer après si vous voulez, mais en tout cas, c'est ça qui a été la révolution, c'est qu'on a découvert que chez les patients qui avaient un AVC, alors au début, ça a été chez l'animal, dans la minute qui suit, alors le patient, malheureusement, il n'est pas là dans la minute qui suit, on voit une tache blanche apparaître parce que ce mouvement ralentit. Voilà, donc je vais revenir là-dessus, mais le deuxième point important, qui est très très important, ce sont ces images qui sont sur la couverture du livre, c'est que, imaginez que vous êtes au-dessus de Paris, avec un hélicoptère, il fait nuit, il fait sombre, il pleut, vous ne voyez pas très bien, mais votre mission, c'est de refaire le trajet des routes. Eh bien, par exemple, une manière de faire, c'est de regarder les phares des voitures. Les voitures, elles se déplacent dans le sens des routes en général, rarement dans le sens contraire, sauf s'il y a du verglas. Voilà. Donc, en observant ce mouvement de voitures avec des phares allumés, vous allez reconstituer le trajet des autoroutes ou des routes. Eh bien, c'est la même chose. Le mouvement brownien, dans la matière blanche, alors les fibres qui relient les différentes régions cérébrales entre elles, eh bien, la diffusion est un peu plus rapide dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. Donc, on va mesurer ce mouvement brownien dans le cerveau, dans plein de directions. Les phares allumés, ça veut dire qu'on a aimanté ces molécules d'eau, et ça nous permet de reconstruire avec des logiciels informatiques des images qui sont magnifiques, hein, ce serait presque des œuvres d'art, mais qui sont utiles au diagnostic. Donc je arrive au deuxième point. Pourquoi est-ce que 1% seulement des patients en bénéficient? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que, malheureusement, c'est parce que les patients ne vont pas dans les endroits où on peut les guérir. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Alors d'abord parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de centres d'urgence neurovasculaire. À Paris, je crois qu'il y en a 5. Donc des centres où on va pouvoir vous faire en urgence. Il faut faire ça dans les moins de 2 heures, si possible. À chaque minute, c'est des millions de neurones qui disparaissent. Donc dans les moins de 2 heures ou plus 6 heures, il faut aller dans un hôpital où il y a une IRM disponible aux urgences, où il y a des spécialistes qui vont vous donner cette molécule pour dissoudre le caillot. On ne peut pas la donner à tout le monde, hein, parce qu'elle est dangereuse aussi, donc elle peut faire saigner. Donc il faut vraiment, les images nous disent, on peut le faire, on ne peut pas le faire. Voilà. Et donc, il faut que les malades eux-mêmes puissent savoir quand appeler le SAMU. Voyez, donc il y a un problème de santé publique. C'est ce qui a été fait comme effort dans les années 50 pour l'infarctus du myocarde. Aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dans le bras gauche, s'il sait un petit peu, s'il a lu un petit peu, il s'inquiète. Voilà. Quelqu'un aujourd'hui qui commence à avoir des faiblesses d'un côté de son corps ou qui commence à parler de travers, sauf s'il a trop bu, ça doit alerter son entourage. Voyez, voilà. Donc là, il y a vraiment un effort de partage de l'information, un problème d'éducation du côté médical, mais du côté également du public. Voilà, je pense que c'est ça qui coûte. Donc on pourrait passer, d'après les chiffres qui ont été d'estimation, 15% des patients qui ont un AVC pourraient bénéficier de la méthode. Voilà. Tous ne peuvent pas, hein, j'explique bien, il ne faut pas non plus penser que ça va guérir tout le monde. 15%, mais entre 1 et 15, c'est énorme. Hein, l'AVC, c'est la première cause de très loin de handicap. Hein, ce sont des gens qui ne vont plus pouvoir travailler, si c'est encore en âge de travailler, qui deviennent handicapés à vie. 30% d'entre eux, je crois, ont besoin d'une assistance quotidienne 24 heures sur 24. Imaginez le coût économique, c'est considérable. Voilà, donc on peut faire quelque chose. Alors effectivement, là encore, partage des connaissances, c'est typiquement un bon exemple. Je vous ai dit, la méthode, je l'ai inventée en 1985. La découverte du fait que dans l'infarctus cérébral, dans l'AVC, le mouvement de diffusion de l'eau ralentissait, ça date de 1989. Voilà. Et pendant quelques années, rien ne s'est passé. Ce qui a tout déclenché, c'est deux choses. D'une part, le fait que des molécules commençaient à être disponibles pour dissoudre les caillots sanguins, ce qu'on appelle les thrombolytiques.
Mais à l'époque, comme les gens n'allaient pas à l'hôpital, on ne pouvait pas leur donner. Vous voyez, donc, il y avait besoin d'une méthode pour pouvoir tester cette molécule. Et la méthode est arrivée au bon moment. Deuxièmement, nous travaillions à l'époque, j'étais aux États-Unis, au NIH, avec la compagnie General Electric, qui, elle, était sensibilisée et qui a travaillé avec nous pour améliorer la méthode de façon à ce qu'elle puisse être utilisée chez le médecin, chez le malade. La méthode telle que je l'avais inventée en France, il fallait à peu près 20 minutes pour obtenir une image d'une qualité moyenne. À partir de 1990-91, donc avec nos collègues de General Electric, mais c'est quand même nous qui étions l'inventeur, c'est pas General Electric qui a sûrement suivi, les images étaient obtenues en 1 minute. Vous voyez, ça a tout changé. Voilà. Donc c'est ce concours de circonstances, les industriels de l'IRM travaillant avec nous et l'apparition sur le marché de ces molécules, des thrombolytiques. Avant, ce n'était pas possible. Voilà. On n'aurait même pas pu envisager un jour parce que c'est ça qui se passe. Vous voyez, le malade aux urgences, il est hémiplégique. Alors, ça veut dire qu'il va être comme ça toute sa vie. Vous lui donnez le thrombolytique, ça prend 1 minute, terminé. Voilà. Bien sûr, il peut avoir de l'incidive, il y a tout un tas d'autres choses à faire après, mais ça change tout, quoi. Ça change tout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais vous nous rappelez quand même, puisqu'on est dans le partage, les quelques symptômes là, qu'on s'en souvienne. Oui. Bon, alors on va faire un cours. Non, mais est-ce qu'il n'y en a que 2 ? Non. Malheureusement, c'est ça qui fait la difficulté, c'est que les symptômes sont un peu bizarres et pas toujours faciles à identifier. Donc je vous dis, typiquement, c'est la difficulté à s'exprimer, à pouvoir parler. Hein. Donc les gens le discours devient incohérent. Hein. Encore une fois, c'est pas sur notre obus. Hein. Donc le discours devient incohérent, on ne comprend plus. Les gens bredouillent. Bon, ça doit alerter. Deuxième point, c'est une faiblesse musculaire d'un côté du corps. Ça peut être que le bras ou que le pied. Mais vous voyez, vous commencez à plus pouvoir sentir votre bras. Vous êtes au restaurant, vous êtes en train de manger, quoi. Et puis d'un seul coup, vous voyez que la fourchette, vous n'arrivez plus à la porter. Bon, ça, c'est pas normal, hein, c'est clair. Donc voilà, ce sont des symptômes comme ça, mais il y en a plein. Ça peut être un problème visuel, vous voyez. Donc voilà, il faudrait que nous autres, moi je suis plus clinicien, je ne travaille plus à l'hôpital, hein, je travaille à Neurospin encore une fois, donc nous on ne fait pas de soins, on ne soigne pas de malades directement, on fait de la recherche, mais effectivement il y a un effort d'éducation, d'enseignement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour donc présenter ces symptômes au public, parce qu'il ne faut pas non plus que le SAMU soit engorgé par ah bah tiens ça me gratte l'oreille, voilà, donc il y a un équilibre à trouver. J'ai l'oreille engourdie. Voilà. Oui, monsieur. Bonjour, Laurent Danchard. Alors, tout d'abord, je voulais dire ma fierté d'être français quand je vois des professeurs de votre renom ici partager avec nous votre expérience. J'ai une question qui ne va pas toucher votre sujet directement, mais qui me touche moi en tant que citoyen, c'est tout le débat autour des OGM. Et la raison pour laquelle je pose ce débat-là, c'est on voit aujourd'hui une confrontation entre différents organismes scientifiques, et j'avoue que j'y comprends pas grand-chose. En revanche, ce que je vois, c'est sans doute une affaire de gros sous ou d'ego. Donc je voulais vous demander à vous, qui êtes des grands professeurs, qu'en pensez-vous ? Moi, si vous voulez, je suis pas gêné, mais enfin, je veux dire, l'introduction d'un gène, on le fait, je le fais moi pour avoir des anticorps, etc. Ceci dit, les OGM, on en a tous fait. Je veux dire, quand on enlève une mauvaise herbe dans le jardin, on en sélectionne une autre. Quand on sélectionne des tomates sans pépins ou des mandarines sans pépins, enfin je veux dire, simplement par une fécondation des fleurs, enfin, etc., ce sont des OGM, ce sont des sélections. Enfin je veux dire, on sélectionne un organisme génétiquement modifié. Donc quand c'est fait comme ça, bon. Ceci dit, l'introduction d'un gène, j'ai eu à souffrir de ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, on a des anticorps protecteurs. Bon, on a isolé le gène à partir des lymphocytes B, c'est-à-dire des cellules productrices d'anticorps chez des patients. On les a mis dans des cellules et, si vous voulez, on a eu 60 clones, enfin 60 cellules modifiées ayant un gène introduit. Et le scientifique qui faisait ça, auquel on a sous-traité, nous a dit « Ah non, votre anticorps n'est pas bon sur un clone. » Je lui ai dit « Mais quand même, vous en avez 60, faites-le. »
Et là, la réponse a été la suivante. Ah non, 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 on ne fait pas, ils sont tous les mêmes. Mais jamais, quand on introduit un gène dans une cellule, il y a ce qu'on appelle une intégration au hasard. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez tomber sur une cellule qui a eu un gène. Ce gène va devenir cancérigène parce qu'il va réveiller l'autre à côté, vous voyez, de la cellule, et ça devient dangereux. Et je crois qu'il y a, à mon avis, il y a une analyse à faire. Attention, là, je suis en train de vous répondre. Ce n'est pas ma spécialité. C'est simplement des choses que j'ai vues. C'est des choses qui m'interpellent. J'ai eu à travailler aussi là-dessus parce qu'à un moment, je voulais faire le vaccin en introduisant notre antigène dans des pommes de terre, vous savez, comme on avait fait pour l'hépatite B, etc., c'est-à-dire d'avoir un vaccin oral fait. Bon. Donc, j'ai eu à étudier ça. J'ai rencontré Monsanto. Et Monsanto nous garantissait que ces graines, enfin, ou les produits, donnaient des substances stériles, enfin que les plantes étaient stériles et que ça ne pouvait pas contaminer les autres à côté. Et quand j'ai été visiter, je me suis aperçu que c'était tout un sous-sol protégé, aération, rien ne sortait. Alors ma première question, vous savez, je suis naïf, moi. Première question, mais pourquoi protégez-vous comme ça, puisque vous savez que vous n'allez pas contaminer d'autres jardins? Alors là, la réponse, je suis tombé sur le derrière, c'est pour pas qu'on nous copie. Oui, bon, enfin bref, vous comprenez, je veux dire, il ne faut pas critiquer les OGM, je ne crois pas. Il faut faire une étude. Alors, est-ce que cette étude de tumeur, là, telle qu'on vient de nous sortir le papier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas quelle revue c'était. Hein. Je ne sais pas si c'est une revue de haut niveau ou pas de haut niveau. Mais enfin, en tout cas, les tumeurs étaient là. Hein. Oui, oui. Les tumeurs étaient là. Donc, ça veut dire que ça mérite que nos instances scientifiques demandent une expérimentation de vérification importante. Ça, je crois que c'est vrai. Et voilà. Enfin, mais il ne faut pas être systématiquement contre. Il faut avoir, je pense, l'introduction d'un gène et d'avoir une structure stable. Il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une intégration du génome au hasard, d'essayer d'avoir quelque chose qui vous dirige ça dans un... Ça va être la recherche pour ces jeunes-là. Il va falloir qu'ils travaillent un peu. Voyez. Et donc, je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut absolument travailler. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et ce n'est pas mon travail. Mais... Avec les précautions d'usage, voilà, comme on dit. Professeur Justement, c'est là-dessus que je voulais intervenir. Bon, déjà, je crois que la chose très importante dans le partage du savoir, c'est que pour être crédible, il ne faut surtout pas parler de ce qu'on ne sait pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste des OGM, donc je ne vais pas faire un discours sur les OGM. Voilà. Par contre, vous venez de citer le mot précaution. Voilà. Donc ça m'interpelle sur le problème du principe de précaution. C'est bien d'être précautionneux, mais il ne faut pas non plus que ça paralyse tout. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a une directive européenne qui, par précaution, va peut-être faire que l'IRM sera banni en Europe. C'est-à-dire donc qu'on ne pourra plus l'utiliser parce qu'on ne sait jamais, les champs magnétiques, ça pourrait être dangereux. Bon, jamais rien n'a été démontré, mais par précaution. Alors, à nos hommes, aux administrateurs qui viennent me voir pour discuter de ces problèmes et qui viennent de Bruxelles, je leur ai dit, voilà, vous allez à Bruxelles comment? Et ils m'ont dit, en Thalys. À quelle vitesse? 280 à l'heure. Eh bien, vous voyez, dans les années 1850, quelqu'un a dit que le corps humain ne supporterait jamais de voyager au-delà de 40 km/h. Si on l'avait écouté, ça prendrait un peu de temps pour aller à Bruxelles aujourd'hui. Donc il faut faire attention de ne pas tout arrêter sous prétexte qu'il y a le principe de précaution. Donc pour les champs magnétiques, rien n'a été démontré. Il y a le problème de la radiofréquence, des téléphones portables, etc. Et j'explique aussi à mes collègues que dans la nature, il y a 4 forces physiques. Donc la force électromagnétique en est une, il y a la radioactivité aussi, les forces nucléaires, et puis il y a une autre force qui tue tous les jours et pour laquelle il n'y a pas de loi. Cette force, ça s'appelle la gravité. Si vous tombez du 2e étage, ça peut être fatal. Et on n'a jamais interdit à personne de construire des immeubles au-delà d'un étage. Voilà, donc je pense que là, ça mérite un débat. Je pense aussi qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, il faut laisser la porte ouverte, sinon on ne progressera plus jamais. Alors les OGM, ce n'est pas ma spécialité, mais je pense qu'elles tombent parfaitement dans ce champ de discussion. Merci, c'est vrai qu'on ne va pas
continuer sur les OGM parce que il faudrait faire une autre conférence et qu'on va essayer de rester sur les partages de connaissances. Alors, une question dans la salle, si vous en avez, sinon on reprend. Oui, à ce moment-là, mademoiselle. Bonjour. Nous avons donc parlé des OGM et face à un progrès qui peut être source d'inquiétude, je pense également aux neurosciences et aux OGM, la façon de partager a-t-elle évolué? Est-ce qu'on partage différemment l'info? Ah oui, 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 oui. Ah oui. Il y a Internet, a tout changé. Vous voyez. Et c'est là le problème, c'est que c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. On a tout à portée de clic. Il suffit d'appuyer sur une souris et vous avez tout. Le problème, c'est qu'après, il faut savoir digérer tout ça. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que les malades consultent Internet au lieu de consulter leur médecin. Donc, ils vont voir la page. Donc, il y a 10 symptômes. Ils voient qu'ils en ont 3 qui collent à peu près. D'un seul coup, ils ont senti les 7 autres. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, vous avez de l'autodiagnostic. Et qui dit autodiagnostic dit automédication. C'est un cercle vicieux. Donc, je pense que le problème, il est là. C'est qu'on a accès à toute l'information que l'on veut. Elle est devenue extrêmement complexe. Elle fait référence à plusieurs disciplines, souvent, même à plusieurs cultures. Hein. Alors, les Asiatiques, les Européens ne voient pas les choses de la même manière. Donc, je pense que c'est là que les leaders ont un rôle capital. Alors, je parle en termes de science, donc leader scientifique. Le mot expert fait peur, donc ce n'est pas ça. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui va pouvoir éclairer, donner des informations sur ce qu'on va trouver sur le web, en disant attention, ça c'est très bien, mais c'est à prendre avec précaution, mais là, la bonne précaution, c'est avec les bons références, les bonnes clés. Ce qui veut dire que ce leader doit être quelqu'un d'ouvert, ça c'est un peu difficile, doit savoir communiquer correctement et doit savoir écouter les questions qui lui sont posées et faire la synthèse. Donc c'est un rôle difficile, je crois que tout le monde ne peut pas être leader, mais si on en a, il faut leur faire confiance, il ne faut pas aller chercher l'information en la prenant en dehors du contexte finalement, parce que sinon on risque de faire des erreurs. Mais donc les choses ont beaucoup changé grâce essentiellement à Internet. Professeur Sherman, c'est la même conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Le Bihan vient de dire. La seule chose, c'est que le partage par Internet, c'est neutre. Et je pense que la cité de la réussite, c'est quelque chose de réussir, de nous mettre en relation pour que le partage veuille dire quelque chose. Enfin, je crois que c'est beaucoup plus important. Ce que je voudrais, moi, c'est que dans ce partage, c'est créer des vocations. C'est-à-dire savoir... Moi, c'est le plus beau métier que j'ai eu. Hein. Un chercheur, c'est... On pose une question, on l'a résolue, on la résout et on a gagné. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, on fait une belle expérience, on gagne, c'est bon. L'expérience ne nous dit rien, on est un con. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Donc, c'est vous-même qui jouez sur la compréhension, je veux dire. Et puis, c'est le plus beau métier. Enfin, vous vous rendez compte, c'est votre cerveau, vous posez les questions, vous essayez de faire l'expérience et vous essayez de développer, c'est-à-dire d'arriver à moi, c'est comme ça que j'ai commencé la recherche. Hein. Je suivais les cours de Jacques Monod. Quand j'ai vu ces cours, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. La recherche, comprendre les mécanismes de la vie, comprendre plein de choses. Bon, ben voilà, j'ai réussi et je suis content. Mais c'est ça le partage. C'est-à-dire, il faut absolument, c'est à vous, hein, il faut en vouloir, vous poser des questions, les résoudre, ne pas se laisser aller, subir. Bon, vous êtes les futurs leaders, donc il faut savoir y aller. Et pour y aller, il faut... Oui, effectivement. Donc, pour vous donner un exemple concret, quand j'étais en seconde, mon professeur de physique, qui s'appelait M. Gendreau, dans un cours, nous a dit, voyez, la molécule d'eau, H2O, et l'angle entre les deux liaisons hydrogènes est de 104,5 degrés. C'est ça le secret de la vie. Ça m'a interpellé, hein, vraiment interpellé. Oui, ça vous fait rire, mais aujourd'hui, tout ça, c'est la réponse. Hein. C'est donc aujourd'hui, on s'est aperçu que la molécule d'eau, en fait, c'est ça qu'on voit en IRM, c'est ça qui sauve les gens de l'AVC. Hein. Et maintenant, on peut voir les connexions intracérébrales. Et les dernières théories que je suis en train d'établir montrent que le cerveau a 9 molécules sur 10 dans le cerveau, c'est de l'eau, hein, quand même. Ça remet un petit peu en question certaines choses. Voilà. Et bien que la structure dans la molécule d'eau, cet angle, effectivement, explique la vie. Voilà. Maintenant, on commence à avoir les réponses. Lui, quand il avait donné cette assertion,
il y avait quelques pistes. Mais aujourd'hui, vous avez des articles dans les journaux comme Science ou Nature qui sont pourquoi l'eau est liquide. L'eau ne devrait pas être liquide. Vous voyez, vu que c'est une petite molécule, ça devrait être un gaz. Voilà, donc il y en a un qui a dit l'eau c'est H2O, mais il y a une troisième chose qui fait que c'est de l'eau, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà, donc c'est ça la motivation, c'est la passion, je veux dire. C'est qu'un chercheur, c'est un peu comme un artiste. Si on est vraiment passionné par ce que l'on fait, je suis tout à fait d'accord, pour moi c'est le plus beau métier du monde. On a une liberté de penser, enfin, en tout cas en France, et on se pose les questions et on cherche les réponses. Et en cherchant la réponse, on trouve 10 autres questions, on n'a jamais fini. C'est le plus beau métier du monde, mais ce n'est pas le plus vieux. Ça aurait fait une belle conclusion, mais on n'y est pas encore. Alors, je vous en prie, monsieur. Ah, alors, à 2 endroits, au dernier rang. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne suis pas vraiment scientifique. Pour ma part, je suis étudiant dans le domaine du commercial en 2e année. Et donc ma question, elle est donc beaucoup plus pragmatique, moins technique. C'est est-ce que vous pensez c'est une question un peu rhétorique quand même, qu'on doit élargir l'accès des médicaments aux populations qui ont le moins de moyens, c'est-à-dire est-ce qu'on doit mettre fin en fait, aux brevets qui pèsent sur la plupart des médicaments qui ont été découverts récemment et surtout, la vraie question, c'est comment le faire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, on se dirige vers une période où on aura des traitements plus sophistiqués mais plus chers et qui seront donc plus discriminants? Donc comment résoudre ce problème en fait? Nos 2 intervenants vont vous répondre parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup de réponses à vous donner là-dessus. On commence par Jean-Claude Chernot. Non, moi non. Ah bon, en plus. Mais si. Je ne sais pas répondre à cette question. Vous parlez des médicaments génériques, vous parlez de l'accès. J'ai un peu touché tout ça tout à l'heure en disant, effectivement, l'industrie pharmaceutique avait fait des traitements pour le sida. Bon, il y a eu énormément de molécules, les brevets arrivant enfin. Donc on se tourne vers l'hépatite C. Enfin, je veux dire, bon, mais ceci dit, il y a besoin de médicaments. Il faut pas. Il y a 2 choses. Il y a besoin de médicaments et il faut en avoir. La deuxième chose, c'est l'abus des médicaments. Quand on s'aperçoit, je pense que M. Le Bihan est beaucoup plus connaisseur que moi, mais quand on s'aperçoit que beaucoup de gens utilisent des médicaments alors qu'ils n'en ont pas tellement besoin, enfin, je veux dire, ça aussi, il y a 2 abus. Mais je ne suis pas spécialiste là. Hein. On peut parler d'autre chose. Je vous laisse... Oui, la réponse la réponse que j'aurais est complexe, mais disons que pour les brevets, il ne faut pas que ce soit un frein à la divulgation du savoir. Donc, breveter pour se protéger, c'est très important. Breveter pour pouvoir rentrer dans ces fonds, c'est très important. Je m'explique. Moi, je ne développe pas de médicaments, je développe des méthodes d'imagerie. Mais donc, si j'invente une méthode d'imagerie, c'était le cas de l'IRM de diffusion. Donc, ça a un coût. Alors, aujourd'hui, on a des sources de financement, les grandes, les ANR, etc. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, si un organisme comme le CEA ou l'INSERM ou le CNRS donne des crédits et qu'une invention naît, je trouve normal qu'en retour, le brevet permet de rembourser ses frais. Ça ne veut pas dire s'enrichir. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc ça, c'est ma vision sur les brevets. La deuxième chose, c'est qu'il est évident que nous avons tous droit à la santé et que, pour moi, ça me fait mal au cœur de voir que certains pays ont le droit à la santé et d'autres ne l'ont pas. Et même maintenant, au niveau de certains pays, certains ont plus le droit que d'autres. Voilà. Donc le problème, c'est comment financer tout ça. Est-ce que les pays développés, donc le public, le citoyen, est prêt à financer, à participer financièrement, par solidarité, au fait que des pays qui n'en ont pas les moyens puissent se doter de scanners IRM, par exemple. Voilà. Bon, je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est des questions qu'il faut peut-être se poser. C'est la solidarité au niveau international. On parle de la mondialisation. Eh bien, peut-être que nous devons aussi faire des efforts pour que nos concitoyens de la Terre bénéficient de nos méthodes. Alors, la grosse difficulté, c'est que souvent, ce sont des pathologies différentes pour lesquelles nous n'avons rien
et pour laquelle les industriels ne développent rien s'il n'y a pas derrière une visibilité économique. Encore une fois, je ne suis pas économiste, je ne suis pas homme politique, donc je ne peux pas me permettre de donner des réponses ou de juger. Est-ce que la réponse vous satisfait, vous demande? Pas totalement. Oui. Bon. À moins que vous vouliez compléter. Ce que je veux dire, actuellement et dans le monde actuel, les brevets sont nécessaires. Il faut qu'il y ait des retours sur la recherche. Enfin, absolument, l'INSERM a compris ça, le CNRS a compris ça, l'assistance publique l'a compris. Donc il faut absolument que, si vous voulez, encore aujourd'hui, l'Institut Pasteur continue à toucher des royalties sur chaque test qui est fait dans le monde. Donc c'est important parce que ça aide la recherche. Donc effectivement, c'est quelque chose qui se doit. Maintenant, ça va être votre boulot. Une question devant monsieur. Alors, on va lui apporter un micro. Premier rang. Bonjour, je suis Hubert Ligonès, je suis chercheur indépendant. Je voulais poser une question sur y a-t-il des risques importants de publier massivement par Internet sans précaution, sans passer par la publication scientifique, tout en ayant pris par précaution des dépôts de titres d'auteur ou de choses comme ça? Oui, c'est une bonne question. Le problème, c'est que la publication dans les revues aujourd'hui, ce qui pose problème, il y en a deux. C'est le coût qui devient de plus en plus élevé. Il y a de plus en plus de journaux. Alors, il y a les impact facteurs qui nous permettent de choisir des journaux. Le processus de review, d'analyse des articles par nos confrères devient de plus en plus difficile. Moi-même, je suis sollicité pour critiquer des articles. J'en reçois je ne sais pas combien par semaine, je ne peux pas répondre. Donc il y en a de moins en moins. Et donc on commence à avoir des problèmes. D'ailleurs, Paul Le Terbourg, qui a eu le prix Nobel avec Mansfield pour l'IRM, donc qui a eu ça en 2003, a dit que à peu près 50% des articles publiés dans Science ou Nature n'avaient jamais été reproduits. Et que la bonne science, celle qui a vraiment fait progresser nos connaissances, c'est justement tout ce qui n'a pas été publié dans Science et dans Nature. Voilà. Donc, ça ouvre les yeux quand même. Voilà. Alors maintenant, la publication sur Internet, il commence à y avoir des journaux sur Internet. Moi, je trouve ça très bien parce que ça permet mais ce n'est pas gratuit non plus. Hein. Ça permet d'arroser beaucoup plus de gens. Le PLOS, par exemple, des choses comme ça, PLOS ONE, qui permettent effectivement de partager le savoir, à condition que l'authorship, le propriétaire de l'information, soit toujours reconnu, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Et d'autre part, après, vous avez le problème de l'évaluation scientifique. C'est-à-dire donc, aujourd'hui, la mesure qu'on utilise, c'est le nombre de citations. Un chercheur, combien il écrit d'articles, c'est une chose, mais combien ces articles, parce qu'on peut écrire plein d'articles, mais ici, il n'y a que vous qui le lisiez, ça n'a aucun intérêt. Donc, combien de gens vont citer votre article? Donc, voilà, l'article sur la diffusion a été cité 3000 fois. Voilà, donc vous savez une mesure. Mais et cette mesure se fait comment, pour ceux qui ne savent pas? C'est qu'on va compter le nombre d'articles publiés dans un journal, et ça va servir de dénominateur commun. Alors, dès l'instant où vous avez quelque chose qui est sur Internet, vous allez avoir des milliers de gens qui publient, et donc le dénominateur va être énorme, et votre index va être ridicule. Voilà, donc ça pose ce problème, c'est comment on va évaluer les chercheurs si on n'a plus cette mesure. On a de côté beaucoup critique aussi cette mesure qui ne reflète pas toujours la production. Il y a des chercheurs qui vont publier un article génial, cité 2000 fois, et puis plus jamais rien dans leur vie, par exemple. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui est peut-être cité que 100 fois sur chacun de ses articles, mais qui va en publier 100. Voilà. Non, moi, je voudrais être un peu plus ferme. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'information dans les publications. Les publications, il y a des référés, il y a des comités de lecture, il y a une responsabilité. On peut prendre l'exemple du mémoire de l'eau, c'était paru dans Nature,
Et puis après, le comité de lecture s'est rétracté, alors qu'aujourd'hui, on voit plusieurs équipes qui reprennent le travail de Benveniste. Ce que je veux dire, moi je dirais, il faut des garde-fous. Sur Internet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc j'estime, moi, que vous devez faire une publication avec des référies, et après vous la diffusez sur Internet. Mais vous diffusez, vous discutez, vous faites des débats. Mais si vous êtes sérieux et que vous passez vraiment des informations normales, bon. Mais vous voyez comment ça peut dériver, parce qu'il n'y a pas de contrôle, là. Vous tapez, vous envoyez tout ça. Il y a aussi des publications sur Internet qui sont avec un comité de oui, lecture. non, mais ça, attention. Oui. Non, attendez, là c'est très différent. Vous avez des publications sur Internet, c'est-à-dire on envoie, il y a un comité de lecture, ça se passe très bien. Mais vous avez aussi des gens qui passent des messages scientifiques, je ne sais pas, moi, ça peut être Facebook, enfin, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, et puis vous allez avoir toute une, ce que je dirais, une science, je ne sais pas comment, quoi. Enfin, il faut faire attention. Moi, j'avoue, je suis de l'ancienne école, mais j'avoue qu'il faut quand même se méfier. Dans les publications, est-ce qu'il y a un certain filtre au moment de la publication, enfin, dans la publication scientifique, est-ce que c'est filtré avant de passer dans les revues? Oui. Vous avez le comité de lecture demande, s'il ne comprend pas l'expérience, il vous demande de préciser, de refaire 2-3 trucs, de recommencer. Et puis, si vous n'arrivez pas à prouver, à le satisfaire dans tout ce qu'il demande, la publication sera refusée. Alors là, attendez, la publication est refusée. Mais généralement, ce qu'on fait, quand c'est une bonne revue, on passe dans une autre moins bonne, on essaye de la faire passer, puis on en passe dans une autre. Mais enfin, l'importance ne sera pas la même, si vous voulez, en fonction de... Publier dans les archives roumaines de virologie, ça n'a rien à voir avec Science, vous voyez. Enfin, ou les annales de l'Institut Pasteur de Tunis, ça n'a rien à voir. Vous voyez. Donc, mais justement, pour revenir, j'ai vu récemment, j'ai eu un article où il y a quelqu'un qui a fait une expérience. Il a soumis à un journal de mathématiques un article qui a été écrit par un robot, c'est-à-dire avec de façon complètement aléatoire, avec des formules mathématiques, mais qui ressemble à un article mathématique. Ça a été envoyé au journal. Et ça a été reviewé par un comité scientifique qui a répondu qu'il y avait certains passages qui n'étaient pas clairs, qu'il y avait peut-être une erreur dans cette équation-là. Donc, le processus s'était engagé. Le référé ne s'est jamais aperçu que c'était n'importe quoi. Donc, après, ça s'est arrêté parce qu'ils ont expliqué que c'est pas une blague, mais c'était un test. Donc, vous voyez, à partir d'un article complètement fictif, il peut très bien passer à travers des mâles du Fillet, bon, c'était pas Science non plus, et être publié. D'un autre côté, comme disait Lauterbur, il y a des travaux extraordinaires qui sont démolis parce que c'est trop nouveau, parce que les gens disent ben non, c'est pas possible. Trop en avance. Trop en avance, et donc ils ne passent pas. Et voilà. Ça arrive. Il faut être comme les trains à l'heure. Et d'ailleurs, il est 18h. C'est dommage, c'est trop court. Mais on a vraiment profité de vos expériences, et surtout, je trouve que vous avez été très cash et très franc, et ça, c'est l'esprit de la Cité de la Réussite. Merci, professeur Sherman, merci, Denis Le Bihan. Merci beaucoup. Applaudissements entièrement mérités. Je vous rappelle, Le cerveau de cristal, bientôt sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach. Ah, c'est Public Sénat, c'est bien aussi. Et tout le monde doit connaître cette histoire aux éditions Stock. Bon après-midi, bonne fin de journée et bonne fin de dimanche.